Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. C'est un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. En 2020, plus de 200 élèves ont été interpellés dans les écoles et les fumoirs selon la direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD. D'après cette direction, de janvier 2019 à mars 2019, 334 élèves ont été interpellés. Au sein des écoles, 356 jeunes ont été interpellés de janvier 2018 à mars 2019. La lutte contre la drogue en milieu scolaire, on en parle dans cette émission et pour en discuter, Brice Emmanuel Oka est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci, monsieur Ouman. Vous êtes juriste. Au cours de cette émission, certainement, on aura le regard du juriste sur cette question en matière de législation, les peines encourues, ainsi de suite. Bienvenue encore sur le plateau. Merci. Avec vous, Dali Jean-François. Bienvenue également sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci, monsieur Ouman. Vous êtes sociologue. Le regard du sociologue nous intéresse aussi parce que vous côtoyez des faits de société. Donc la question de la lutte contre la drogue, surtout en milieu scolaire, est un fait de société. Entrons dans le vif de notre sujet et parlons de l'état des lieux. La direction de la police des stupéfiants a fait une sorte d'état des lieux qui date de 2018. Quel est le constat personnel que vous faites par rapport à la drogue en milieu scolaire? Alors, rien que pour l'année 2022, notamment le premier trimestre, il nous a donné d'être informés de ce qu'il y a 2000 tonnes de drogue qui ont été saisies en Côte d'Ivoire. Cela dénote de ce qu'il y a une quantité extrêmement importante de drogue qui circule sur notre territoire. Et naturellement, si cette drogue entre sur le territoire, il y aura un ruissellement. Et bien malheureusement, dans ce cas du ruissellement, nos établissements scolaires sont victimes de cela. Et notamment les élèves et étudiants qui s'adonnent à ce phénomène qui, ma foi, en sont victimes. Donc j'espère que durant le déroulé de cette émission, nous allons pouvoir décliner un certain nombre d'éléments d'analyse. Bien entendu. Alors les élèves et étudiants sont victimes de cette question. La question c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que la drogue se retrouve dans les établissements, un lieu, un cadre de savoir, l'université, l'école, où on va pour apprendre, on va pour donner une éducation. Et c'est dans cet établissement que de plus en plus des jeunes sont des usagers de la drogue. Okay, pour revenir à cet état des lieux, disons que l'Afrique de l'Ouest, cette partie du continent là, est considérée comme une zone de transit, une zone de production des substances psychoactives. Voilà. Donc, dans cette partie du continent là, disons que la consommation de la drogue devient un phénomène de santé publique, ou un problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, il y a une étude qui a révélé que 30% des jeunes, ou du moins des jeunes du secondaire, ont déjà consommé une fois un drogue quelconque. Vous voyez que ce problème-là est véritablement un problème de santé publique et il y a lieu de porter un regard là-dessus. À l'école, on enseigne la curiosité scientifique. Est-ce une curiosité pour ceux qui veulent tester? Parce que dans le jargon, il est dit, testez et vous restez. On n'a pas besoin de tester, sinon vous y restez. Bien malheureusement, c'est le risque de tester et de rester. Moi, j'ai été élève pendant très longtemps ici à Abidjan, dans un établissement, la Riviera 2, et c'est une petite anecdote. Tous les vendredis, avec les amis, les après-midi, quelquefois on se retrouvait à Béjarville, plutôt que d'être à Cocody. Et là-bas, on partait avec des amis, s'amuser, on commençait d'abord quelquefois par la cigarette, et puis on a constaté qu'il y a des gens là qui partaient un peu plus, c'était au jardin botanique pour être plus précis, qui partaient un peu plus et qui nous disaient, les gars, venez, on va se mettre bien, hein, ici c'est gâté. Avec des expressions de ce genre. Avec des expressions de ce genre. Et donc, bien malheureusement, certains s'adonnent par curiosité, mais d'autres le font parce qu'il y a un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés et ils pensent que c'est en se berçant dans ce genre d'éléments-là qu'ils pourront se reconforter et tout. Les jeunes, on a connu des jeunes, vous êtes avec certains jeunes, parmi certains d'entre vous également sont des enseignants et côtoient parfois des étudiants. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux raisons qui les motivent à toucher? En réalité, il y a une forte méconnaissance de l'impact même de la drogue sur l'individu. Les jeunes, surtout bien les élèves au niveau secondaire, s'adonnent à la consommation de la drogue par mimétisme. C'est-à-dire qu'on suit un ami, comme a signifié M. Oka, on suit un ami, et dans ce réseau d'amis-là, quand on voit une personne fumer, on s'est dit que ça fait de lui un garçon, selon le terme, un garçon. C'est un garçon qui fume. Donc c'est tous ces différents éléments qui sont un peu la cause de la consommation de la drogue
au niveau scolaire, bien sûr. On a tendance à dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc l'effet de groupe, quelle influence des mauvais garçons, des mauvaises compagnies sur des élèves studieux, des personnes qui sont reconnues à la maison comme des gens qui ont une ligne directrice tracée par les parents? Bien malheureusement, quand ça commence, en général, les parents n'ont pas le flair pour détecter que leur enfant a tendance à donner une mauvaise attitude qui est due à l'impact néfaste que peut avoir sa compagnie. Et donc, chacun doit prendre en fait sa responsabilité. C'est-à-dire, on va à l'école, on va dans nos lycées, nos collèges et dans les établissements du 3e cycle. Chacun doit savoir pourquoi est-ce qu'il va à l'école. Et savoir également que ça donnait à ce genre d'éléments a des conséquences dramatiques sur sa vie aujourd'hui et des répercussions dans l'avenir. Donc chacun doit savoir ce qu'il veut et puis s'orienter conformément à cela. Comment est-ce que cette substance pénètre l'école? L'élève, il va à l'école, il a son sac à dos, il peut peut-être l'insérer quelque part, mais on aurait appris selon certaines études que c'est avec la complicité parfois de certains agents de sécurité, notamment les vigiles à l'entrée de certains établissements. Dali. Disons que la drogue est introduite dans les établissements par un système de réseautage où, disons, l'élève est acteur de ce processus. Déjà en tant que consommateur et en tant que distributeur. Il s'est créé un réseau d'amis et à partir de ce réseau d'amis, ça le légitime auprès du dealer. C'est-à-dire que ils vont faire intégrer la drogue dans les établissements par des systèmes, disons, de consommation de nourriture. Vous allez voir que la drogue sera dissimulée dans des gâteaux, dans des boissons, et tout cela pour pouvoir avoir assez de clients. C'est donc pour à des fins commerciales, pour avoir de l'argent que les dealers choisissent les établissements, ou ils ont d'autres objectifs en choisissant des élèves? Bon, pour les dealers, oui, c'est à des fins commerciales et pécuniaires, mais pour les élèves, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dali. Je pense qu'eux, c'est pour un plaisir, ce sont des psychotropes qui leur permettent de se sentir bien, et puis, comme je dis, on est bien, c'est tout. Bien malheureusement, pour moi, qui a été un véritable fruit du système éducatif ivoirien, moi j'étais élève dans un établissement, le lycée 2 de Yamoussoukro, c'est à l'intérieur du lycée scientifique. Mais il était notoirement connu par tous que dans cet établissement-là, il y avait des fumoirs, un établissement d'excellence. Il y a des établissements en Côte d'Ivoire où juste derrière l'établissement, il y a des débits de boissons et à côté, il y a des fumoirs. Donc je pense que les élèves ne sont pas forcément des acteurs du circuit de circulation, mais ils sont surtout des consommateurs. Mais vous l'avez dit tout à l'heure que vous les voyez également comme des victimes. Absolument. Parlons des conséquences de telles pratiques, premièrement sur les élèves, les apprenants eux-mêmes. Quelqu'un qui s'adonne à une telle pratique, qu'est-ce qu'on peut constater par la suite? Permettez que je revienne un peu sur ce qu'a dit M. Ouka. L'élève est acteur de ce phénomène parce que sans l'élève comme étant l'épicentre, il sera difficile pour les leaders d'intégrer le milieu scolaire. Donc l'élève, c'est par l'élève que la consommation, pardon, la distribution de la drogue intègre l'école. Donc pour parler des conséquences, je pense que ces conséquences sont au niveau mental, comportemental, et même aura un impact sur le rendement scolaire de l'élève. Parce que celui qui s'adonne toujours à la drogue sera moins attaché à la vie scolaire. Et cela aura un impact sur son rendement scolaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils disent en le faisant, ils se mettent bien, ça leur permet d'être dans un état second, c'est ce qu'ils se disent. Mais en réalité, quel peut être l'impact sur ces jeunes qui sont à l'école, qui doivent apprendre? Est-ce qu'ils peuvent être concentrés pour retenir les cours? Est-ce qu'ils n'auront pas d'autres préoccupations? Bien malheureusement, non. Tu ne peux pas t'adonner à la consommation régulière de ce genre de substances et puis t'attendre ensuite à avoir des résultats scolaires qui soient excellents. Donc, bien malheureusement, il nous est donné de constater que tous les élèves qui s'adonnent à ce genre de pratiques voient leurs résultats scolaires chuter et très peu arrivent même à atteindre le 3e cycle. Parlons des réseaux sociaux avec WhatsApp aujourd'hui qui est très répandu. Selon certaines études, les réseaux sociaux sont très utilisés pour la circulation de la drogue. On faisait même état d'un jeune de la classe de 4e qui était donc un administrateur d'un réseau de passeurs et de distribution. Comment faire en sorte de mettre un terme, ou du moins freiner le phénomène de la drogue à l'école? Pour freiner ce phénomène, je pense qu'il est de la responsabilité de tous. D'abord, le premier acteur, c'est l'État.
qui doit faire de l'école une priorité. Parce qu'il ne s'agit pas de faire seulement un développement équipementier de l'école. Il faut que la ressource humaine qui est mise à disposition dans les établissements scolaires soit de qualité. Il faut que l'équipement même soit également adéquat. Aujourd'hui, vous avez des classes où il y a 80 élèves. Mais si un enseignant doit faire un cours d'1 heure ou 2 heures de temps, mais il ne sait même pas à qui il a affaire. Avec 3 élèves parfois par banc ou 4 élèves par banc. C'est pas possible et c'est intenable. Donc c'est à l'État d'abord de prendre ses responsabilités. Ensuite, Dali le disait tout à l'heure, la Côte d'Ivoire et plus généralement l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui l'une des plaques tournantes du trafic de drogue malheureusement dans le monde. Et en conséquence, il est démontré que près de 10% de tout ce trafic-là circule dans les établissements scolaires. Donc c'est de faire en sorte de freiner ce phénomène d'une part et puis de mettre l'école au centre des préoccupations de l'État. D'accord, vous l'avez dit, faire en sorte de freiner ce phénomène. Alors comment freiner ce phénomène? Je vais revenir un peu sur ce qu'a dit M. Oka parlant de la responsabilité de l'État. Moi je mets plutôt la responsabilité parentale au cœur de ce phénomène. Une étude a démontré que les jeunes qui sont intégrés dans des familles, dans des milieux familiaux moins cohésifs, sont enclins à s'en donner à la consommation de la drogue. Je dis que la responsabilité parentale est au cœur de ce phénomène. Combien de parents aujourd'hui échangent avec son enfant? Il est difficile pour certains parents même d'échanger sur des sujets tabous avec les enfants. Et là, c'est dangereux. C'est dans le milieu familial que commence l'éducation, la socialisation commence au niveau familial, avant d'arriver à l'école et vers d'autres systèmes de socialisation. Parlant de responsabilité parentale, responsabilité de l'État, de l'individu lui-même, ça devrait être un ensemble. Quelles sont les frontières de ces responsabilités les unes par rapport aux autres? Parce que le parent peut donner l'éducation, peut suivre l'enfant, mais finalement, dehors, il n'a pas le regard. Les mauvaises compagnies peuvent corrompre l'enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? C'est l'enjeu même du contrôle parental. Il faut que le père ou bien la mère ou bien les deux parents soient toujours en train de communiquer avec l'enfant. Donc ça veut dire par exemple que si le suivi est bien fait, il peut détecter une situation difficile. Bien sûr. Un parent qui a toujours enclin à échanger avec son enfant saura que son enfant admet un comportement qui est déviant. Voilà, mais un parent qui ne communique pas avec son enfant, qui est toujours parti entre deux avions, disons... C'est pas mauvais. Voilà. C'est vrai d'avoir de l'argent à la maison, mais il faut avoir le temps pour ses enfants. Voilà. Pour les enfants. Toutes les fois où ce lien familial-là ne sera pas fort, les enfants seront aptes à s'adonner à la consommation de la drogue. Parlons un peu du personnel enseignant. Il y a aussi ce qu'on appelle les éducateurs au sein des établissements. Est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité de suivi des élèves à ce niveau? Ah ben si, mais j'ai donné un chiffre tout à l'heure de près de 80 élèves par classe. Imaginez un éducateur d'une classe de 6e qui a 10 classes de 6e où il y a 80 élèves. Donc ça fait déjà 800 élèves à gérer pour lui seul. C'est intenable. Et pour revenir à ce que mon frère Dali disait, pour moi c'est un triptyque. C'est-à-dire les parents, l'État et le système éducatif, notamment les enseignants. C'est chacun qui doit contribuer pour que ces phénomènes puissent être freinés. Donc, parlons des contributions effectivement de chacun. À quel niveau chacun doit pouvoir contribuer? Qu'est-ce que chacun doit faire? Bon. Pour ne pas qu'on se jette la pierre, on dira finalement que ce sont les parents qui ont mal éduqué leurs enfants, le système est intenable, ceux qui sont au centre du système également diront ils font ce qu'ils peuvent, et finalement on se retrouve. D'abord l'État. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que imaginez qu'il y ait 1 tonne de drogue qui circule dans une commune. Mais bien évidemment, dans le cas du ruissellement, chaque acteur de la vie sociale sera touché. Mais si au lieu d'1 tonne, il n'y a qu'1 kilo qui circule, mais bien évidemment, ça va faire régresser le nombre de consommateurs. Donc à ce niveau-là, l'État doit jouer son rôle. Ensuite, les parents qui ont un devoir d'éducation vis-à-vis de leurs enfants et de leur montrer notamment les bonnes manières. Donc à ce niveau-là, les parents ont une grande responsabilité d'éducation, de formation de leurs enfants. Ensuite, entre les deux, le système éducatif lui-même qui doit être à même de pouvoir jouer entre les deux leviers, entre le parent et l'État. On connaît la responsabilité des parents, mais est-ce que de façon générale, les parents assument pleinement leurs responsabilités? Quand on sait qu'il y a d'autres qui abandonnent leurs enfants, vous l'avez dit, il y en a qui n'ont pas le temps pour leurs enfants, quel est le constat que vous faites? Et c'est là la problématique. Là, à 60 à 75%, certains parents, il y a une fuite des responsabilités des parents vis-à-vis de l'éducation des enfants. On rejette l'éducation des enfants à l'enseignant. Il a dit tout à l'heure, M. Oka a dit tout à l'heure qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités, il faut que les systèmes éducatifs prennent ses responsabilités, parce que c'est ce qu'on fait. On rejette la responsabilité sur l'État, on rejette la responsabilité sur les systèmes éducatifs, et chaque parent on peut le dire, assis dans son salon, il s'est dit que l'enseignant fera. L'éducation de l'enfant commence à la maison.
C'est-à-dire que si le père, ou bien si quelqu'un doit détecter la volonté de consommation d'un enfant, il faut que ça soit d'abord en la famille, pas par l'éducateur. Vous avez bien signifié tout à l'heure qu'il a 80 élèves dans une école, dans une classe. S'il a 10 classes, il a plus de 800 personnes. C'est-à-dire qu'il sera difficile pour cet individu-là de contrôler ses enfants tout en sachant que lui-même, il est aussi un parent. Tali, je suis d'accord avec vous. Ce que j'essaie de dire, c'est que un enfant, il va à l'école à 7h30 et très souvent, il revient à 16h, 18h. Ouais, 18h, ouais. Non, il passe plus de temps à l'école avec ses amis, avec ses encadreurs, avec les éducateurs, que ses propres parents le plus souvent. Donc, c'est le lieu où il passe le plus souvent son temps qu'il faut qu'il y ait une certaine forme de pression, qu'il faut qu'il y ait l'encadrement nécessaire. Mais après, la responsabilité des parents, elle est immense. Puisque c'est le parent lui-même qui envoie son enfant à l'école. Non, mais dans le processus de socialisation, l'enfant n'est pas à l'école. Et d'abord avec les parents. Il naît avec les parents. C'est-à-dire que l'éducation commence déjà à bas âge. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on commence à inculquer à l'enfant la communication, le rapprochement, le lien social et tous ces différents aspects. Et même parlant même de l'école, c'est 9 mois. Et ce n'est pas tous les jours des 9 mois que l'enfant est à l'école. Voilà. C'est-à-dire que chacun devra véritablement prendre sa responsabilité. Moi, je dis que les parents, je mets la responsabilité parentale au cœur de ce phénomène-là. Je suis d'accord, mais il faut également aussi reconnaître que l'État et le système éducatif a beaucoup plus de responsabilités. Ok, bien entendu. Nous allons voir la réglementation, les peines encourues. Alors, un usager de la drogue, un élève qui est pris dans un fumoir, quelqu'un qui est pris près d'un fumoir ou avec des personnes en train de consommer de la drogue, qu'est-ce que ces personnes encourent en termes de peine et de répression? Alors, pour les usagers, c'est entre 1 à 10 ans de prison, c'est-à-dire ceux qui consomment régulièrement la drogue. Un élève qui est pris, ce sera ça sa peine. Et ensuite, il aura une amende qui sera entre 500 000 et 10 millions de francs. Voilà. Et pour ceux qui font également le trafic interne, qui font circuler, c'est entre 10 et 20 ans de prison. Et la peine encourue, c'est entre 10 et 100 millions de francs CFA. D'accord, avec tous ces éléments qui sont égrenés, la question que je voudrais vous poser, c'est tous les autres amis d'un usager de la drogue. Comment doivent-ils se comporter? Vous êtes dans une salle de classe, vous constatez qu'un de vos amis qui veut vous entraîner quelque part, en tant que sociologue, comment les élèves doivent, quelle démarche mener pour ne pas se retrouver dedans? Parce que si on vous prend ensemble, il n'y a aucune justification. C'est un peu difficile de trouver, de répondre à votre question, parce que ça dépendra aussi de l'éducation de celui qui est en contact avec celui qui consomme la drogue. Moi, je le disais, j'ai été dans des quartiers où des jeunes s'adonnaient à la drogue, fumaient. Mais mon éducation ne me permettait pas de consommer ces substances, donc j'ai pas pris cette substance-là. Donc je pense que cela n'est pas sur l'éducation de l'individu qui est en contact avec. Parce qu'au sein du groupe, vous l'avez signifié tout à l'heure, il y a des leaders, des personnes parfois qui entraînent les autres, et souvent personne ne dit mot et fait comme les autres. C'est en termes de conseils aussi, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent finalement se retrouver sur un espace de consommation de drogue, n'ayant rien fait, ils ne peuvent pas le justifier, on ne le prend pas tous. Non, en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Si tu arrives à prouver que tu n'es ni consommateur ni détenteur, en aucun cas tu ne pourras subir la répression. Ça, si tu arrives à le prouver, si tu n'as pas le prouver. C'est une autre paire de manches, ça. D'accord, parlons de la prise en charge des usagers de la drogue. Nous savons qu'il y a une structure qu'on appelle la Croix-Bleue qui reçoit régulièrement des usagers de la drogue. De façon journalière, c'est autour de 10 personnes que la Croix-Bleue reçoit. Parmi ces 10, il y a 7 élèves et étudiants. Alors parlons un peu de cette prise en charge. Quelqu'un qui tombe dans cette consommation, qu'est-ce qui est fait? Et comment l'accompagner? Là encore, on parlera de responsabilité. Ce n'est pas la structure seule qui va le faire. Il y a les parents, on va encore revenir au débat. Oui, mais là aussi, c'est un long processus. Parce que ça commence par un préalable. La volonté de l'individu à véritablement laisser la consommation. Et ensuite, peut-être là, après, l'extrait du milieu de consommation pour pouvoir faire un véritable suivi. Voilà, je pense que... Est-ce qu'à un niveau précis, on peut vraiment jouer sur la volonté de l'individu, parfois submergé par la substance? Par le biais de sensibilisation et de sensibilisation. Je le disais, peut-être qu'on va arriver là-dessus, sur la question de l'éducation civique et morale. On y va. L'éducation civique et morale, il ne faut pas faire des cours d'éducation civique et morale qui sont simplement théoriques. Il faut passer à la pratique.
Sauf que quand on prend le phénomène de drogue, il faut que les enfants soient en contact avec des personnes qui consomment la drogue et voient au niveau physiologique, comme on a dit, comment l'apparence de ces individus-là. On leur dit qu'en prenant la drogue, voilà à ce à quoi on sera confronté, voilà ce à quoi on sera confronté au fur et à mesure. Quand c'est pratique, je pense que l'enfant comprend que quand c'est théorique, qui vient seulement pour écrire, pour comprendre le coup et avoir la note finale, oui. voilà. Toujours sur la prise en charge des usagers de la drogue, les dispositions qui sont... Alors, pour pouvoir donner des dispositions à prendre, il faut déjà connaître véritablement les causes de ce genre d'éléments. Et pour ça, il faut vraiment des spécialistes, parce que ce n'est pas une question à prendre à la légère. Pour moi, il faudrait donc qu'il y ait beaucoup plus de personnel, d'éducateurs au sein de nos établissements, qu'il y ait véritablement des psychologues également au sein de nos établissements, véritablement formés à cela, parce que ce n'est pas une question de je veux, donc je peux. Voilà, il faut vraiment de vrais spécialistes qui connaissent la matière en question pour qu'ils puissent convenablement se prononcer. Mais en tout état de cause, la structure dont vous avez parlé n'est pas présente dans toutes les localités. Voilà. Elle ne peut pas tout faire. Et elle ne peut pas tout faire. Vous avez donné un chiffre, c'est à peine 10 personnes par jour. Pour moi, c'est quasiment insignifiant quand on voit le défi qu'il y a à relever. Et donc, c'est de véritablement faire d'une part vulgariser cela et qu'il y ait beaucoup plus de personnel qui sont spécialisés dans ce domaine pour pouvoir encadrer tous les jeunes qui s'adonnent à cela. D'accord, revenons sur encore la responsabilité des parents qui parfois, pour certains, fuient leur responsabilité, sont des parents protecteurs jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte à l'évidence que l'enfant n'est pas celui qu'il croit être. Alors qu'est-ce qu'il faut, on ne faudra pas de conseils aux parents, mais qu'est-ce qu'il faut dire aux parents pour qu'ils prennent de plus en plus au sérieux la responsabilité qui est la leur et ne pas la mettre entre les mains de qui que ce soit? Je pense qu'il faut demander aux parents de véritablement communiquer avec les enfants, d'avoir un lien cohésif fort avec les enfants. Le lien cohésif, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, de chuchoter l'enfant, mais de le réprimander quand il faut. Et de lui dire que ce qu'il fait n'est pas bon quand il faut. Voilà. C'est-à-dire de communiquer véritablement avec l'enfant sur plusieurs sujets, qu'ils soient tabous ou pas. Vous voyez, la question de la sexualité, il est difficile pour les parents d'échanger sur la question de la sexualité avec les enfants parce qu'ils se disent que c'est trop tabou, on ne peut pas échanger. Ils se disent que l'enfant n'est pas assez âgé. Il y a des enfants à déjà moins de 14 ans, 13 ans qui ont déjà une grossesse, comme nous le voyons avec les grossesses en milieu scolaire. Donc je pense qu'il faut que ces parents communiquent véritablement avec les enfants. Quand l'enfant quitte à l'école, il faut véritablement prendre le pouls, lui demander ce qui s'est passé à l'école, tous ces différents aspects-là, amenant les parents à véritablement comprendre le milieu dans lequel l'enfant est confronté. Il y a des parents qui, quand ils mettent l'enfant à l'école, après l'inscription, c'est fini. Ils attendent la fin de l'année. Ils attendent la fin de l'année. Voilà. Il faut qu'ils échangent toujours. Ils échangent toujours avec ces enfants-là. Ils n'ont même pas la possibilité de contrôler les bulletins de notes et tout ça. On a vu même des parents à qui l'enfant a annoncé qu'il était admis à un examen alors qu'il n'était jamais bien sûr. Et ça, ce problème, c'est vrai, c'est une grande problématique, mais c'est réel, c'est factuel. D'accord, vous avez parlé de la formation du corps enseignant, de ceux qui sont dans le système éducatif. Est-ce qu'on n'envisagerait pas également la formation même des personnes qui sont victimes, la formation des élèves en inscrivant dans les curricula, ce genre de thématiques régulièrement pour pouvoir vraiment préparer l'esprit des jeunes? Ce serait une très bonne idée. Comme je le disais tantôt, moi, j'étais dans un lycée à Yamoussoukro où j'étais président du club santé. Nous, on avait travaillé sur ces questions-là, les grossesses en milieu scolaire, la dépravation et la drogue en milieu scolaire. Ce sont des questions qui intéressent véritablement les jeunes, mais quelquefois, ils ne savent pas à quel sens se vouer lorsqu'ils sont en difficulté ou qu'ils veulent avoir des informations relativement à toutes ces questions. Donc, bien évidemment, je pense qu'il serait intéressant que dans le circuit scolaire, on puisse avoir de tels modules pour que ces jeunes gens-là puissent savoir en fait toutes les conséquences qui sont liées à ce phénomène. Parce que ce qu'ils voient le plus souvent, ce sont des gens qui passent à la télé avec quasiment... Vous voyez de quoi je veux parler. Voilà, donc il faut qu'ils aient tous les éléments pour pouvoir apprécier. Parce que ceux qui voient la télé avec ces tiges-là ne sont pas toujours et forcément des modèles. Et il faut leur présenter de véritables modèles de réussite parce que l'école doit être un circuit normal de réussite. L'école doit être le lieu où on casse tous les déterminismes familiaux. Mais si on doit venir à l'école et être confronté à toutes ces difficultés-là, vraiment, ce serait vraiment dommage. D'accord, on pourrait terminer par la responsabilité des élèves eux-mêmes. Souvent, on a l'impression, comme l'avait dit Anne-Griff, ils ne sont pas très âgés, ils ne sont pas adultes, cependant, ils sont responsables. Si on les prend dans un fumoir quelque part, ce sont eux qui encourent toutes ces peines qui ont été citées. Comment faire en sorte que l'élève, les étudiants, soient responsables
de telle sorte que notre système aille de plus en plus... Je dirais qu'il faut renforcer la sensibilisation. J'ai parlé des cours d'éducation civique qui doivent plus être théoriques mais pratiques. Ça c'est un élément qui pense que pour ma part qui est très élémentaire. Et je vais revenir sur notre aspect, mettre en place dans les établissements des systèmes d'alerte. Des systèmes d'alerte avec des clubs de santé qui sont dirigés par les élèves, puisque c'est par le contact des élèves que la distribution s'est faite. C'est-à-dire que l'individu crée un groupe d'amis, il crée des petites fêtes là, et à partir desquelles il met la distribution de la drogue. Voilà. C'est-à-dire que ces systèmes d'alerte vont permettre de déjà interpeller ces individus-là quand déjà on va parler de distribution de drogue et tout ça. Donc, il faut mettre dans ces établissements des systèmes d'alerte qui pourront véritablement mettre fin à ce problème. Le sujet il est passionnant, il est intéressant, on ne pourra pas forcément l'épuiser. Nous aurons certainement d'autres occasions sur d'autres plateaux pour pouvoir renchérir, pour en parler davantage. Dali, Jean-François, merci d'être passé sur le plateau de Medi 1. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience dans le domaine. Merci beaucoup. Merci également à Brice Emmanuel Oka, vous êtes juriste. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.